Souvent c'est en compensation, on fait des prélèvements sur les émoluments. Là n'est pas le problème, mais le fait qu'ils aient déjà touché les émoluments et qu'ils continuent. On ne parle pas de la violation de la Constitution. Mais lorsque d'autres matières surgissent, en ce moment-là, on mobilise la rue pour pouvoir agir. Je crois que c'est de bonne guerre. Daniel, ça vous devrait se préoccuper. Mais il faut que l'intérêt, pas seulement du numéro 1 du Sénat. L'intérêt majeur de la population soit mis à l'avant-plan. La société civile a un grand défi. Les partis politiques doivent savoir qu'il y aura au moins 77 bureaux de vote pour les élections qui seront ouverts à travers le pays. Et il faut 77 000 bureaux de vote. Et il faut aussi préparer les témoins qu'on ne va pas ramasser dans la rue, mais qu'on doit former pour pouvoir surveiller. Et des témoins qu'on paye aussi. Voilà, parfois, on abandonne les témoins dans les bureaux de vote et on ne les paye pas. Il faut aussi aligner les candidats à tous les niveaux, dans toutes les circonscriptions. Moi, pour les partis à vocation nationale, et il faut relever ce défi. Pour que Daniel Savon ne dise pas que ce sont les élections calamiteuses, mal organisées. Voilà, je termine en disant que les élections locales sont très importantes parce que le bourgmestre, les administrateurs des territoires ont géré leur... Je récupère les minutes, je récupère mes minutes parce que les gens ne parlent pas à 30 minutes. Alors, tous ces gens-là ont géré leurs entités sans aucun contrôle. Mais lorsqu'on installe les assemblées pour les chefferies, ce qu'on appelle les conseillers, les conseils de chefferie, les conseils de secteurs et consorts, des communes, on a la possibilité de contrôler la gestion de ceux qui administrent, de réclamer la rétrocession et de s'atteler aux problèmes de développement à la base. C'est ce qui va impulser même... merci beaucoup. Donc, avant de vous donner la parole, Daniel Safo, j'aimerais quand même bien venir, vous qui maîtrisez les mécanismes, on va dire, économiques, financiers, par rapport à ces élections provinciales. On nous a expliqué que, souvent quand on parlait avec des gouverneurs de province, les élus provinciaux, etc., ils disaient toujours, on n'a pas le pouvoir, on attend tout l'argent de la rétrocession, etc. Est-ce que maintenant, ça sera l'argument de campagne? Est-ce qu'ils vont dire aux gens, non, non, on n'a pas eu les moyens pour développer les ponts, les câbles qu'on vous avait promis, on n'a pas pu les amener parce que... Est-ce que ceux qui vont arriver maintenant avec des moulins, des choses pour distraire la population, ils seront les bienvenus? Bon, Jean-Marie, il y a un débat qui est maintenant en vogue par rapport au budget de l'État, lancé par l'ancien Premier ministre Mouzito. Un débat de fond, à mon sens, qu'on devrait décortiquer. Autour de quoi? De la consolidation ou du moins débat tout court? Enfin, budget tout court. Parce que lui, il a été au budget pendant longtemps. Le budget et les provinces. Parce qu'il se pose un vrai problème dans la décentralisation. Il s'est fait que le gouvernement central, jusqu'à ce jour, garde par devers lui les 40% de la rétrocession. Et ne transfère que plus ou moins 10%. C'est à peu près... Mais il fait jouer la péréquation, le gouvernement? Non, il n'y a pas de péréquation. Ça n'existe même pas. C'est ça le vrai drame. Et ce débat-là, les provinces qui ne sont pas l'émanation du gouvernement central, les provinces sont l'émanation de la Constitution. Du peuple. Oui, c'est la Constitution qui a décidé que les provinces devraient avoir des pouvoirs politiques. Des initiatives, notamment sur donc, attention à la source. Les initiatives sur le plan de la santé, avec la décentralisation, la santé, l'éducation, l'agriculture et les affaires coutumières relèvent exclusivement des provinces. Et pour ce faire, pour que ça puisse bien fonctionner, pour que ça puisse être bien huilé, le législateur, dans sa sagesse, a estimé que le gouvernement central devrait rétrocéder, devrait transférer 40%. Ça ne se fait pas jusqu'aujourd'hui. Ça va poser problème. Le débat là, qui doit être abordé avec responsabilité, ferait en sorte que quand on... Mais est-ce qu'on ne va pas créer des républiquettes? Une des provinces qui produit plus va dire, bon, moi je garde tout chez moi. C'est justement à ce moment-là que la caisse de péréquation va intervenir. Les provinces qui sont moins nantis pourraient demander au gouvernement central de leur accorder un peu plus. Donc, le gouvernement central qui a un regard global de la situation, il pourra voir ici il y a un peu, je donne un peu plus, là-bas il y a moins, je ne donne pas, et ce sont des arbitrages qui doivent se faire. Mais pour ce faire, il faut qu'aujourd'hui, la République se décide finalement, est-ce qu'on va transférer aux provinces et les prérogatives, ainsi que le moyen qui doivent suivre. Tant qu'on ne l'aura pas fait, nous risquons d'avoir des coquilles vides. Parce que nos provinces aujourd'hui sont des coquilles vides. Les copinages qu'il y a entre les gouverneurs et les députés provinciaux. C'est que Daniel Safo dénonçait tout à l'heure. Ils n'ont pas tort. Tous les ils n'ont pas tort. Les gouverneurs, pour être calmes, ils se disent, je me mets en copinage avec les députés, je suis calme. Dans notre temps, le budget d'investissement est géré à partir de Kinshasa. Lorsqu'on construit 1000 écoles, c'est dans le budget d'investissement des provinces.
Parce que les Non, provinces, mais n'ont si, pas... si le gouvernement provincial mobilise au niveau des régies financières de l'argent et qu'ils réinvestissent comme ils ont fait pour les 1000 écoles ou pour les hôpitaux. Non, Jean-Marie, les 1000 écoles, ça devait être la province du Bandundu devait décider. C'est une 500 écoles, c'est pas de 1000 écoles. Vous n'avez pas la prérogative exclusive, constitutionnellement exclusive aux provinces. Les écoles devaient être construites par les provinces. Oui. Mais il s'est posé un problème, la capacité d'absorption. Des liquidités, des projets. Oui, il y avait l'ancien Premier ministre. Parce que le ministre dit, enfin le ministre de l'Éducation dit, on a l'argent, mais les projets ne sont pas là. Ne viennent pas. C'est justement le problème des capacités d'absorption. Oui. Les provinces n'ont pas ces capacités, ce qui est une réalité, mais cela est également de la responsabilité du gouvernement central de les pousser, de donner l'impulsion nécessaire pour que les provinces puissent avoir ces capacités. On a connu comme ça une situation où on avait des crédits orphelins, des crédits qui manquaient d'affectation, oui, d'un côté, et de l'autre côté, on avait des excédents budgétaires. Alors que les défis dans ces pays sont énormes, on ne peut pas parler d'excédent budgétaire dans un pays comme le nôtre. Il y a des moyens, enfin, il y a des problèmes. Des sérieux problèmes. On dit qu'il y a de l'argent à la banque. On ne sait pas quoi en faire. Oui, mais parce que le PNUD de tout conseil était là pour... Vous vous rendez compte, Jean-Marie, oui, dès que nous aurons donné aux provinces leur capacité politique à prendre des initiatives, ainsi qu'on leur aurait doté de moyens pour se faire, on peut avancer vers le développement. C'est pourquoi ce débat, il est nécessaire de l'aborder sans passion. Pas à la manière de Lutundu, là. Parce que il s'est jeté dans la mare. C'est mon tour. C'est votre tour, allez-y. Daniel, il va mobiliser, on va lui donner. À l'explication savante de mon ami Bienvenue Marie Bakoumania, j'ajoute un bémol. Lequel? Parce que cette connaissance est souvent récupérée par des humoristes politiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le découpage de la République en 26 provinces est salutaire. Oui. Même ceux qui semblent le combattre aujourd'hui se sont battus hier pour que leurs villages respectifs deviennent des provinces, des chefs-lieux de province. Pas d'attaque personnelle. Il n'y a pas d'attaque personnelle, c'est une analyse. Je vois votre regard. Lorsque cela c'est déjà promulgué. Lorsque cela devient une réalité, oui, il y en a qui en font des interpellations en se trompant d'individus. Je me demande, au nom de quoi un vice-premier ministre de l'Intérieur peut répondre à la question de savoir d'où viendront les finances. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Alors, nous devons plutôt nous rendre compte à l'évidence que le point commun entre la décentralisation et le fédéralisme, c'est le rapprochement du gouverné et du gouvernant. Lorsque le gouverné est trop proche du gouvernant, des solutions rapides sont trouvées par rapport aux besoins pour un développement rapide. Le bûcheron de Kabekamwanga chez moi peut trouver son administrateur de territoire qui a son autonomie et qui peut se décider un matin pour qu'on remblaye une rue vers la paroisse catholique Kenankuna sans recourir au gouverneur Moïka Sanj. Mais est-ce que le problème ne va pas conduire aussi à la mégestion lorsque l'autonomie va s'exacerber? Non. Dans la décentralisation, tout comme dans le fédéralisme, je le dis sous... Qui va contrôler qui dans ce Je le dis sous contrôle de tous les constitutionnalistes. On aura des petits chefs. Bocha, Blutundula lui-même et consorts. Oui. Il y a toujours de matières exclusives au gouvernement fédéral et au gouvernement fédéré, s'il faut parler de fédéralisme, et au gouvernement provincial, au gouvernement central, s'il faut parler de la décentralisation. Il y a aussi des matières communes qui doivent être co-gérées par les deux gouvernements. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Il suffit, Jean-Marie Kassamba, de poser la question aujourd'hui à la population du Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema, si elle peut se remettre encore ensemble. Parce que le découpage n'a pas commencé avec Joseph Kabila, il a commencé depuis longtemps. Mais il suffit de constater le développement rapide que les trois provinces ont atteint aujourd'hui par rapport à leur unicité antérieure, pour que l'on comprenne. Et même le Congo central de l'époque, qui regroupait le Bas-Congo, le Bandundu et Kinshasa. Vous pensez que si nous étions encore une seule province,
le bas Congo que mon ami Daniel Safador avec Mbadou pouvait atteindre le développement. Non, ça ne pouvait pas arriver. Alors, il faut qu'on change de sujet. Arrêter des dilatoires pour faire comprendre que si il y a des pays dits développés aujourd'hui, en commençant par la France et les États-Unis, je me limite là. S'ils sont ceux qui sont aujourd'hui, c'est grâce au fédéralisme. Ce sont les États, la départementalisation en France et le régionalisme constitutionnel. Quand on est en perte de vitesse en tant que politique, on doit éviter de livrer le peuple à la distraction. Ne pensez pas que Lutundu est en perte de vitesse. Je ne parle pas de Lutundu, je parle de la décentralisation. Il a fait son meeting aujourd'hui, on a vu qu'il avait des militants dans son parti. C'est quoi qu'on change de sujet? Il a un parti politique, il s'appelle comment? Je ne connais pas ce parti. Très vite qu'on change de sujet. On se souviendra de Lutundu là, dans ces pays. Oui. Je l'ai dit, j'affirme. Oui. Quand il dit que le découpage n'a pas commencé avec Joseph Kabila, nous sommes partis de combien de provinces? 6 provinces. 6, c'est passé à 9. 9, 11. Il y avait 21 aussi, hein? 21 provinces. Oui. Mais ça subit un processus. Oui, ça subit un processus. Oui. Il se pose un problème des moyens. Si aujourd'hui nous avons du mal, n'est-ce pas, à entretenir nos fonctionnaires, mais nous allons maintenant dans des découpages, nous allons, n'est-ce pas, multiplier les fonctionnaires qui ne seront pas en mesure, n'est-ce pas, d'entretenir. Jean-Marie faisait allusion, n'est-ce pas, ici, pardon, bienvenue, a fait allusion aussi à la rétrocession qui pose, n'est-ce pas, un sérieux problème, un vrai sérieux problème. Donc, Kabila ne doit pas nous léguer un Congo chaotique. Je crois que la configuration actuelle du Congo lui revient. Il doit en être fier. Mais si aujourd'hui nous tenons mordicus à ce que nous puissions partir au découpage, ça c'est un échec déjà prévisible. Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, on n'a pas suffisamment de moyens. Ne soyez pas pessimiste. J'en arrive. Oui. J'aimerais partir, n'est-ce pas, de la conclusion de Lutundu là. Cet après-midi, il dit ceci. Dans sa conclusion, Lutundu l'a dit, les gouvernements refusent de régler les problèmes. Mais demain, les problèmes vont lui régler les comptes. C'est ça la conclusion, n'est-ce pas, de Lutundu là. On fait semblant. Nous avons un gouvernement aujourd'hui, qu'on se le dise, M. Jean-Marie, je connais... Mais est-ce que la Constitution, c'est le gouvernement? Je connais votre affection à Matata Mpogno, Parlement, c'est... vos relations amicales avec Matata Mpogno. Mais regardez, M. Jean-Marie Kassamba. Regardez, M. Jean-Marie Kassamba. Parmi les contraintes que la CENI vous présente, Ludor me dit, soyez calme, il y aura l'élection locale. Non, ça n'aura pas lieu, M. Ludor. C'est impossible. Le local? Pourquoi? C'est impossible. Mais les calendriers déjà fait. Je mets quiconque à défi. C'est impossible. Mais les calendriers, les candidatures... Je vous ai parlé sur la loi. La loi qui devait être votée le 5 avril 2015. La loi sur la répartition des sièges pose encore problème. Nous sommes les 40e. Donc c'est déjà passé. Donc vous êtes en train de décourager les gens d'aller je ne décourage pas. Je ne décourage pas. Je suis dans la thèse de Lutundu là, qui pense que le gouvernement refuse de régler les choses, mais les choses vont... Mais les parlements aussi. J'en arrive. Parce que qui vote les lois, c'est pas le gouvernement. J'en arrive. Non, je n'ai pas fait des élections. Je perds de la chaotique qui se pointe à l'horizon. Alors changeons de sujet. Je vais conclure. Oui. Je vais conclure en disant le vrai problème que nous avons, dans tout cela, parmi toutes ces contraintes-là, le vrai problème, c'est quoi? C'est notre gouvernement qui ne montre pas sa capacité. Mais le Parlement qui dans la mobilisation des recettes. C'est dangereux. Regardez comment, qu'est-ce que nous produisons. Regardez ce que nous produisons. Donc nous avons encore un Premier ministre incapable de mobiliser suffisamment les recettes. On est d'accord avec vous, monsieur. Vous allez loin. Quittons le stade amical et relationnel. Acceptons que Matata a du mal à nous mobiliser les recettes adéquates. Ça, c'est un problème. C'est une des contraintes qui va nous empêcher, M. Ludor, qu'on organise les élections locales. Mais dans les caisses de l'État, il y a de l'argent. Il faut que la classe politique se mette autour d'une table, réfléchir les choses, éviter la chaotique. Nous allons tout droit au chaos. Vite alors. Nous allons tout droit au chaos. Je ne voudrais pas répondre très vite. À mon éminent confrère, c'est son point de vue langage, mais je voudrais quand même, parce que le public nous suit, placer un détail technique important pour dire que les élections pour lesquels on a organisé l'opération... Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Hein? Ces élections couplées, provinciales et locales, font partie des arriérés de 2006.
Et donc, la loi sur la répartition... C'est un terme qui n'existe pas. Attendez qu'il termine. La loi sur la répartition des sièges avait déjà donc réglé cette question-là. Et comme ce sont des arriérés, on va évoluer de cette façon-là. En ce qui concerne le financement de ces élections en cours, le gouvernement de la République a déjà décaissé près de 51 millions de dollars qui ont permis à la CENI de fiabiliser